Merci Rémi. Donc c'est le Moped Show, si j'ai bien compris. Nous sommes pour Bruno, c'est pas très sympa, mais tout ça. Donc oui, on va passer en revue ensemble la méthodologie qui est utilisée actuellement pour aboutir à de nouvelles recommandations dans le cadre des pneumonies nosocomiales acquises en réanimation ou à l'hôpital. Malheureusement, et je m'en excuse, je ne pourrais pas, entre guillemets, dévoiler ces nouvelles recommandations du fait de la méthodologie qui est en cours, et je suis tenu à un devoir de réserve, je m'en excuse, vis-à-vis de vous. Donc je consacrerai mon topo essentiellement à la méthodologie qui a été suivie par nous dans le cadre de ces nouvelles recommandations. Alors, comme vous le savez, beaucoup de gens considèrent que les recommandations actuellement disponibles dans ce cadre-là sont probablement peut-être pas dépassées, mais nécessitent tout au moins d'être remises à jour, puisque les trois plus importantes, si on peut dire les choses comme cela, datent déjà soit de 2005 ou de 2008, donc il y a longtemps, et beaucoup de choses ont probablement changé. J'ai listé sur la diapositive un certain nombre de ces domaines où probablement on dispose maintenant de nouvelles données, et donc qui justifient probablement la nécessité de refaire ces recommandations. Alors c'est la Société européenne de pneumologie qui a pris la main sur ce sujet-là en Europe et qui assure le leadership pour le développement de ces guidelines à côté de la Société européenne, qui est bien sûr partie prenante dans ces recommandations, la Société européenne d'intensive care et la Société latino-américaine de pneumologie, l'ALAT. Donc 4 sociétés scientifiques qui ont décidé ensemble de proposer de nouvelles recommandations ou d'établir de nouvelles recommandations dans ce domaine-là. Vous voyez, et c'est important peut-être d'en discuter, que les sociétés scientifiques nord-américaines, en particulier l'ATS ou la CCP ou l'IDSA, ne sont pas parties prenantes. Elles édictent de leur côté, elles aussi, des nouvelles recommandations avec une méthodologie qui est assez proche. Il sera donc intéressant de comparer, in fine, les recommandations édictées de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, comme vous le savez, la première chose consiste à désigner par chacune de ces sociétés scientifiques un certain nombre de docteurs considérés à tort ou à raison comme pouvant contribuer à l'édiction de ces recommandations. La liste de ces experts, entre guillemets, est indiquée sur la diapositive. J'ai déjà présenté cette diapo. Alors, le premier problème auquel on a été confronté était un problème d'ordre méthodologique. Jusqu'à maintenant, la plupart des recommandations d'experts suivaient une méthodologie relativement soft, basée bien sûr sur une revue extensive de la littérature et leur propre appréciation de cette littérature, souvent en s'appuyant bien sûr sur des méta-analyses, mais sans une méthodologie très stricte. Et vous voyez que, et c'est un des avantages indiscutables de cette méthodologie, c'est que, je pense que vous ne pouvez pas lire la diapositive, mais le message est que cette méthodologie-là permet de couvrir un champ très vaste de celui qui est derrière les pneumonies nosocomiales, par exemple. Exactement la même méthodologie est utilisée à la date d'aujourd'hui par l'American Heart Association ou par la Société européenne de cardiologie, par exemple, en ce qui concerne les recommandations édictées pour les endocardites. Et je crois que ça aboutit à des documents de très bonne qualité et probablement très utiles dans la prise en charge des malades. Le problème, c'est qu'on s'est trouvé confronté à la nécessité absolue, non discutable, de suivre la méthodologie GRADE. Alors, je voudrais revoir avec vous les principes généraux de cette méthodologie parce que tout le monde utilise soi-disant cette méthodologie, mais en fait, ce n'est pas vrai. Cette méthodologie est extrêmement précise, extrêmement
contraignante. On n'a pas le choix parce que, en fait, les sociétés savantes derrière nous sont les sociétés qui ont adhéré à ce système GRADE. Et vous voyez qu'à la date d'aujourd'hui, il y a un peu plus d'une soixantaine, je les ai listées pour certaines d'entre elles sur cette diapositive, qui ont adhéré à ce système et qui se sont engagés à suivre précisément cette méthodologie. Il y a probablement 3 avantages qui sont pour ceux qui proposent cette méthodologie. C'est bien sûr d'apporter des recommandations qui ont un haut grade permettant de penser que de suivre les recommandations édictées permet réellement d'améliorer la prise en charge des patients, d'être transparente, explicite, bien sûr, sur tout le cheminement qui a conduit à leurs recommandations, à ces recommandations. La deuxième chose qui est dans le système GRADE très important, c'est que l'hypothèse de départ est que ces recommandations, peu nombreuses, permettront d'être implémentées dans nos unités, dans nos hôpitaux, et permettront donc aussi d'être suivies réellement dans la prise en charge des malades. Et puis, le troisième avantage potentiel, c'est que la méthodologie suivie, encore une fois extrêmement contraignante, permet potentiellement d'éviter un certain nombre de biais dans ces recommandations dus au fait qu'il y a des experts qui peuvent avoir des biais ou des positions personnelles pas forcément étayées par la littérature. Cette diapositive un peu complexe résume le cheminement nécessaire pour aboutir à une recommandation. Alors, je suis désolé de devoir vous imposer ce genre de diapositive, mais il est bien important que vous compreniez quelles sont les règles du jeu pour édicter ces recommandations. La première chose consiste à formuler des questions pour lesquelles des réponses sont possibles. C'est-à-dire qu'on va éliminer du champ de ces recommandations un certain nombre de problèmes, pourtant importants sur le plan clinique, mais pour lesquels les experts vont estimer qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation possible. Encore une fois, on peut voir ça comme un avantage, mais on peut le voir aussi comme un inconvénient important, puisque c'est finalement, en tant que docteur, quand on est confronté à un problème, peut-être les malades pour lesquels on aurait besoin le plus de recommandations. La deuxième chose, c'est que la formulation de ces questions doit suivre un modèle extrêmement précis, et on appelle ça une PICO-question. P, c'est pour population, I pour intervention, C pour comparaison, comparateur en fait, et puis O pour l'outcome, c'est-à-dire pour le résultat attendu. Et donc chacune des questions auxquelles les experts devront répondre doit suivre ce modèle. Si on prend par l'exemple, un exemple précis, par exemple, est-ce que l'utilisation des antibiotiques est effective et utile dans le cadre de la prise en charge des patients ayant une bronchopathie chronique obstructive, vous devez transformer ça en une PICO-question. C'est-à-dire que vous devez d'abord préciser exactement de quelle population de malades vous parlez. Dans le cas particulier, peut-être, mais ce n'est pas obligé, les patients qui ont une bronchopathie chronique stable, ce qui est un subset de ces patients-là. Deuxièmement, vous devez préciser de quelle intervention vous parlez, dans le cas particulier de l'utilisation des antibiotiques. Vous devez indiquer précisément quel est votre comparateur, dans le cas particulier, un traitement, une prise en charge standard ne comportant pas d'antibiotiques, par définition, et finalement, quel est l'outcome que vous allez regarder. Alors, préciser l'outcome, ça veut dire, et c'est la deuxième étape, que vous allez devoir, avant de faire la recherche bibliographique, préciser non seulement l'outcome essentiel, mais quels critères d'outcome vous allez regarder dans la littérature. Et puis, troisième étape, vous allez préciser quel est le degré d'importance de chacun de ces facteurs d'outcome. Et enfin, vous regarderez la littérature. Alors, donc vous allez les experts devront pour chacune des questions établir quelle est l'importance relative
des outcomes que pour chacune des questions semblent être pertinents. Par exemple, dans le cas des corticoïdes versus un placebo, dans le cadre des bronchopathies chroniques obstructives, chaque expert va grader sur une échelle analogique allant de 1 à 9 l'importance qu'il pense devoir attribuer à chacun de ces outcomes, l'échec thérapeutique, la nouvelle admission à l'hôpital, la mortalité, la qualité de la vie, etc., les effets adverses potentiels du médicament. Et donc, on va retirer les outcomes pour lesquels on considérera, ou les experts auront considéré que ce n'est pas important de les garder, et ne seront pris en compte dans la revue de la littérature que les outcomes considérés comme importants ou critiques. À partir de là, et c'est une étape capitale et extrêmement compliquée, et qui nécessite l'aide de méthodologistes ayant eu une vraie expertise dans le domaine de la recherche bibliographique, il faudra passer au crible l'ensemble de la littérature médicale sur le sujet pertinent pour la question. À partir de là, il sera possible, en fonction de ces données de la littérature, de vérifier quel est l'effet estimé de chacune des interventions évaluées pour chacun des outcomes sélectionnés par les experts. Non seulement il faut bien sûr déterminer l'effet, l'estimation de cet effet, mais aussi bien sûr la qualité des données qui appuient cet effet. Et encore une fois, pour chacun de ces outcomes. Ça veut dire aussi que non seulement il faudra prendre en charge les données des études en les classant, des études randomisées en passant aux études observationnelles, mais en plus, il faudra déterminer pour chacune des études quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à diminuer l'impact qu'a l'étude sur l'estimation de l'effet et sur son importance, en particulier en ce qui concerne le biais potentiel de l'étude, comme indiqué sur la diapositive, le fait que les résultats sont inconsistants d'une étude à l'autre, le fait qu'il s'agit en fait d'études indirectes. Par exemple, si vous vous intéressez à un antibiotique grand A, est-ce qu'il est évalué contre un placebo ou est-ce qu'il est évalué contre un autre antibiotique? À partir de là, vous pouvez être amené à faire des comparaisons de type indirect qui diminuent bien sûr la valeur de la comparaison. La précision du résultat obtenu, qui est liée en grande partie au nombre de sujets inclus dans l'étude, est bien sûr aussi un facteur très important à prendre en compte, de même que le problème des biais de publication, qui, comme vous le savez, est aussi un problème compliqué, je veux dire, avec des outils méthodologiques qui sont imparfaits pour savoir si la totalité des études ont été publiées et donc sont disponibles pour faire le résumé de l'effet. Et vous savez qu'il y a des données récentes qui montrent que pour des médicaments qui ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, en fait, il y avait des biais très importants dans les publications des résultats. À partir de là, vous serez obligé d'établir ce type de tableau pour chacune des questions et pour chacun des outcomes que vous prenez en cause, de façon à être parfaitement transparent sur les données de la littérature que vous avez pris en compte, leur qualité, les résultats obtenus dans chacune de ces études, les résultats poolés, finalement leur qualité et enfin leur importance. Donc un très gros travail bibliométrique qui nécessite une expertise considérable et une aide très importante sur le plan méthodologique. À partir de là, une fois que ces 5 étapes sont résolues, reste au panel des experts de faire des recommandations basées sur ça. En d'autres termes, de prendre en compte et d'établir la balance entre le bénéfice d'une intervention versus ses effets secondaires. C'est quelque chose qui est très important dans le système GRADE et qui n'existe pas forcément dans les autres systèmes établissant des recommandations. En particulier, bien sûr, qu'avant d'édicter une recommandation, il faut prendre en compte la
qualité des données qu'il y a derrière cette recommandation, mais aussi établir la balance des effets bénéfiques versus les effets indésirables, et puis aussi prendre en compte la valeur et les préférences éventuelles des docteurs et des malades vis-à-vis de cette recommandation. Le coût, quand il existe des données ou quand on peut inférer d'une analyse médico-économique, est certainement aussi un élément important dans l'établissement de la recommandation. Comme vous le savez, ces recommandations suivent aussi ce que les Anglais appellent un wording extrêmement précis, et ces recommandations doivent suivre un vocabulaire très précis. Nous recommandons, dans ce cas-là, les experts considèrent, basé sur l'ensemble de ce processus, que la recommandation est importante à mettre en place et s'applique à tout le monde. We suggest est une recommandation de bas grade qui est simplement que les cliniciens peuvent considérer cette recommandation dans un sens ou dans un autre. À partir de là, et je finirai mon topo là-dessus, notre groupe d'experts a sélectionné 7 questions PICO. La règle du jeu est de se limiter à un nombre de questions PICO allant de 4 à 7. 7 est considéré comme le nombre maximum du fait de la lourdeur méthodologique qui existe derrière. Donc la première question qu'on a choisi de traiter est une question qui a trait à l'utilisation des outils diagnostiques. Est-ce que chez un patient suspect d'avoir une infection bronchopulmonaire sous ventilation mécanique, faut-il utiliser des techniques basées sur la réalisation d'échantillons distaux en utilisant des cultures quantitatives versus des prélèvements proximaux utilisant une technique qualitative sur le plan microbiologique dans le but de pouvoir sélectionner un traitement initial empirique et de désescalader éventuellement. Donc, dans ce cadre-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a d'abord, comme je vous l'ai indiqué, sélectionné les critères qu'on prendrait en compte pour établir notre recommandation. Désolé de ne pas pouvoir vous donner la réponse. La question numéro 2 a trait aux patients qui ont une infection précoce, aucun facteur de risque pour être infecté par un agent pathogène résistant aux antibiotiques ou tout au moins difficile à traiter par les antibiotiques. Est-ce qu'il faut systématiquement, à la date d'aujourd'hui, dans le contexte épidémiologique qu'est le nôtre en Europe, utiliser un traitement empirique à spectre relativement étroit, alors que ou utiliser systématiquement chez ce type de patient le même type d'antibiothérapie que celui qu'on utilise chez les patients ayant des infections tardives ou des facteurs de risque. Je passe sur les outcomes. La question 3 est chez les patients chez qui on a utilisé un traitement antibiotique initial à large spectre. Est-ce que, dans ce cadre-là, pouvons-nous utiliser une monothérapie avec une bêta-lactamine ou un autre antibiotique ayant un spectre large, ou faut-il systématiquement utiliser une bithérapie dans le but, bien sûr, de cibler des bactéries à gram négatif? On ne parle pas d'un traitement nécessitant 2 antibiotiques parce qu'on souhaite couvrir un cocci à gram positif et un bacille à gram négatif. Et quand les cultures sont disponibles, est-ce qu'il est nécessaire de continuer un traitement combinant 2 antibiotiques actifs sur le BGN comparé à un simple traitement antibiotique? Question 4. La question 4 concerne la durée du traitement, qui est une question classique. Je passe. La question 5 donc, a trait aux biomarqueurs. Est-ce qu'on peut utiliser ces biomarqueurs pour prédire les effets adverses ou un résultat défavorable très tôt dans l'évolution des malades entre le 3e et le 4e jour? 6e question, est-ce que la procalcitonine sérique avec des dosages itératifs permet réellement de réduire la durée du traitement antibiotique comparé à un standard clinique
qui ne seraient pas guidés par ce type de biomarqueurs. Et 7e question, qui a trait cette fois-ci à la prévention de cette maladie et qui concerne l'utilisation de la chlorhexidine au niveau du carrefour oropharyngé ou l'utilisation d'antibiotiques non absorbables à ce niveau-là, ou de l'utilisation de la SDD sur la prévention de la maladie. Un sujet un peu touchy, comme vous savez. Dernière diapo. Comme je l'ai indiqué au départ, je veux dire, le choix obligatoire quand on est contraint par le système GRADE, eh bien, ce choix aboutit éventuellement à ne pas couvrir des questions pourtant importantes pour des médecins comme nous au chevet des malades. Et j'ai listé en rouge un certain nombre de points qui ne sont probablement pas couverts dans le cadre de ces nouvelles recommandations. Et ça doit être vu, je pense, comme un effet potentiellement délétère du système GRADE, sans vouloir remettre en question les avantages de cette méthodologie. Merci beaucoup et désolé de ne pas pouvoir